Bonjour à tous, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 15 septembre 2023, de retour après une petite semaine de pause pour esquiver comme ça, frôler cheveux au vent le burn-out créatif. Et me revoilà comme chaque vendredi de 10h à midi, presque 10h à presque midi, pour un nouveau numéro de Soft Power, la meilleure matinale pop culture à l'exception de toutes les autres qui vous a manqué, je n'en doute pas une seconde. Matinale pop culture engagée pendant laquelle on va faire le point sur l'actualité de la semaine passée en essayant de voir ce que tous ces objets culturels nous racontent de nous et de notre monde. Si vous suivez l'émission en direct ou que vous la découvrez en VOD ou en podcast pour la première fois, installez-vous confortablement, préparez-vous à des tunnels de 3 heures sur un tout petit détail de l'actualité, rendez-vous vulnérable à mes extraordinaires blagues de qualité et n'oubliez pas d'allumer le compteur à Keanu Reeves. On est parti ensemble pour un peu plus d'une heure, 2 si vous suivez l'émission en direct, le tout sur fond de musique d'animé afin de continuer chaque semaine à mettre en avant celles et ceux qui les font. Et cette semaine dans Soft Power, une émission que je pourrais rebaptiser wow, ce qu'il y a comme blé là-dedans, puisqu'on reviendra sur le succès ou l'insuccès de la série en prise de vue réelle One Piece, pour laquelle personne ne semble savoir trop sur quel pied danser. On verra que c'est un petit peu volontaire quand même. On essaiera de comprendre ce qu'il se passe du côté du moteur de jeu Unity et de sa nouvelle tarification absolument lunaire, dans une news extrêmement périlleuse tant le contenu de celle-ci change à chaque seconde qui passe. J'essaierai de ne pas trop dire de bêtises, mais vous m'aiderez à compléter tout ça comme d'habitude. J'essaierai évidemment de vous parler le mieux possible de l'intégration d'un skin de Jean-Claude Van Damme dans le jeu Mortal Kombat 1, dont la sortie est prévue pour la semaine prochaine, ce qui va surtout être pour moi une bonne grosse feinte pour vous reparler de grève et de syndicalisation. On va s'intéresser avec un petit peu de retard, vous me serez gré, au scandale Rotten Tomatoes qui nous en dit long sur nos pratiques culturelles désormais très corrélées à tous ces agrégateurs de notes, d'objets culturels. Vous savez à quel point je les porte dans mon cœur et ce scandale ne va pas m'aider à y mettre du baume, vous verrez. On va s'intéresser aussi à un grand procès historique qui se tient du côté des États-Unis en ce moment autour de Google et de sa possible caractérisation en tant que monopole, ce qui surprend tout le monde sans surprendre qui que ce soit en même temps. Google, un monopole ? Non. Bref, on en parlera un tout petit peu et on parlera aussi de la nouvelle bande-annonce et du projet Solo Leveling, probablement l'un des animés, si ce n'est l'animé le plus attendu du premier semestre 2024. On se désespérera aussi tous et toutes, j'imagine déjà vos commentaires, je les vois déjà devant le scandale Jimmy Fallon, accusé de générer un environnement ultra toxique pour ses équipes, et vous verrez, ça le rend très 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 malheureux qu'on dit ça, le pauvre, presse F Jimmy Fallon. Mais pour bien rentrer dans l'émission, parce que je vous sens encore un petit peu hésitant et hésitante, je vous propose de commencer avec du très classique pour du soft power. Ça tremble, ça casse des trucs, ça court dans la forêt en hurlant, ça se tape fort sur le torse, ça dévore des dragons à 3 têtes quand ça met pas des taquets dans le pif à des tortues de 3 km de haut. Bref, c'est parti pour la bande-annonce de la semaine. J'espère que ce message arrivera à destination. Je ne peux pas remonter le temps et réparer toutes les erreurs que j'ai commises. Mais je peux peut-être laisser une trace pour l'avenir. Un héritage. Le monde est en train de brûler. Et j'ai décidé de faire quelque chose pour lui. Espoir, rêve, ambition. La mission était de protéger leur monde et le nôtre. C'est ce que nous voulions faire de Monarque, au lieu de pourchasser ces monstres. Si vous me suivez, vous découvrirez tout, je vous le promets.
Vous commencez un petit peu à connaître l'émission. S'il y a la possibilité de parler de gros monstres de 10 pieds de haut qui détruisent tout sur leur passage, vous savez que je plongerai tête la première et perruque au vent sur l'occasion. Et ça tombe bien puisque cette semaine, la plateforme de streaming Apple TV+ a enfin levé le voile sur sa série Monarch Legacy of Monsters. Monarch, donc, vous l'aurez compris, à l'image ou au son si vous écoutez l'émission en podcast, incursion dans le monde des séries en prise de vue réelle à gros budget de la franchise Godzilla, ou plutôt du Monsterverse, cet univers cinématographique qui, depuis quelques années, réunit sur grand écran le roi des monstres, mais aussi King Kong et d'autres créatures légendaires. Monsterverse, dont cette série Monarch aura la lourde tâche d'élargir les contours en s'intéressant à l'organisation Monarch, une agence gouvernementale secrète qui étudie ces fameuses créatures, les titans, afin de protéger l'humanité de leurs menaces. La série est coproduite par Legendary Pictures en partenariat avec Apple TV+. Elle est co-créée par Chris Black, qui servira aussi de showrunner, de scénariste et de producteur. Chris Black ayant bossé auparavant sur les excellentes séries Severance, Invincible et Xena la guerrière. Et oui, j'ai bien dit excellente, je vous fais une vidéo d'une demi-heure sur Xena la guerrière si vous voulez, pas de problème. Et aussi par Matt Fraction, un auteur de comics qui a notamment écrit pour des jeux tout pourris issus de l'univers Marvel, dont l'effroyable Iron Man 2 sorti sur Wii en 2010. À la réalisation, on retrouvera tout un tas de noms pour couvrir les 10 épisodes qui composeront la série. On retrouvera Marzi Almas, Julian Holmes, Hiromi Kamata et d'autres déjà habitués à réaliser des fractions de séries à succès comme The Boys, comme WandaVision, comme Game of Thrones, etc. Et au casting, on retrouvera, comme vous avez pu le constater ou l'entendre, Kurt Russell et son fils Wyatt Russell qui jouera le même personnage mais plus jeune, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watanabe ou encore John Goodman qui reprendra son rôle du film Kong Skull of Island sorti en 2017 et qui faisait déjà partie de ce Monsterverse. Le tout pour une histoire assez ambitieuse qui se déroulera sur un demi-siècle et sur 3 générations puisqu'on suivra plus précisément 2 frères et sœurs suivant les traces de leur père pour découvrir le lien de leur famille avec l'organisation Monarch. Et cette bande-annonce, cette bande-annonce prend le parti du grand spectacle avec ces villes détruites, ces scientifiques à chapeau qui courent dans la forêt avec ces issues de secours indiquant si Godzilla arrive, c'est par là, allez-y en courant, on sait jamais, et surtout avec ses gros monstres et son superbe plan de Godzilla en fin de clip qui rappelle, comme pour en montrer l'affiliation, la réalisation de Gareth Edwards pour le Godzilla de 2014 qui avait démarré tout ce Monsterverse. Et c'est honnêtement assez superbe, plutôt étonnant visuellement pour de la série télévisée, même si depuis quelques années on commence à s'habituer à des super productions pour le petit écran. Les rendus sont très chouettes, certains plans sont assez impressionnants. Bref, on se croirait dans un blockbuster cinématographique de l'été à gros budget. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est précisément parce que Monarch Legacy of Monsters s'inscrit dans cette filiation, cette tendance des superproductions du petit écran, cette tendance à l'inflation des budgets de séries qui se fait de plus en plus forte chaque année. 18 millions de dollars par épisode de One Piece, 35 millions pour Secret Invasion, 50 millions pour Citadel, 58 millions de dollars par épisode de Ring of Power, des chiffres absolument colossaux devenus des arguments marketing en soi qui révèlent tout simplement l'ampleur de ce que l'ancien directeur financier de Netflix, David Wells, décrivait comme désormais une télévision à 20 millions de dollars de l'heure. En quelques années, ce qui relevait de l'anomalie somptueuse et à rien somptuaire pour la saison finale de Game of Thrones chez HBO est désormais devenu une norme de série haut de gamme pour les plateformes de streaming. Une inflation à corréler bien sûr avec l'explosion du nombre d'œuvres audiovisuelles produites chaque année qui a impliqué et qui implique toujours avec elle une importante augmentation des coûts, du repérage des lieux à la sécurisation des installations, en passant par l'embouteillage des locations populaires, par la location d'équipements bien sûr, aussi par les campagnes marketing, par une case VFX évidemment en post-production de plus en plus sollicitée, par les matériaux eux-mêmes, à commencer par l'augmentation du coût du bois d'œuvre, des feuilles de contreplaqué, etc., par le coût important des protocoles de sécurité mis en place en cas de pandémie, évidemment, mais aussi une inflation liée à une surfacturation volontaire de ces plateformes, du fait de leur modèle économique même, où celles-ci proposent souvent des budgets plus importants pour les paiements de scénaristes, des équipes techniques ou des studios de production en amont du travail sur une œuvre, pour mieux sucrer après coup
COUP et après coup COU accent circonflexe T, les paiements résiduels qu'on retrouve habituellement à la télévision et qui permettent aux travailleurs et travailleuses culturelles de continuer à obtenir des revenus le long de la diffusion d'une œuvre, parfois sur des années. On en avait déjà parlé dans les précédents numéros de Soft Power. Une augmentation en amont, vous le comprenez bien, pour ces plateformes, plus facilement absorbables pour celles-ci étant donné la période plus longue de diffusion et de visibilité de leurs œuvres par rapport à la télévision. Ce qui crée une boucle un petit peu étrange où les négociations pour les revenus en amont sont de plus en plus féroces pour obtenir des paiements plus importants pour celles et ceux qui peuvent se permettre ce rapport de force dans ce que John Landgraf, président de FX Network, définit comme le passage d'un média d'écrivain à un média de cinéaste, mais une surfacturation parfois un petit peu douteuse aussi, comme le déclarait à la plume du magazine Variety en 2017, des vétérans de l'industrie qui doutaient fortement de l'efficience des plateformes et voyaient dans le gonflage forcené des tarifs, à commencer par celui des réunions de pré-production des œuvres, une façon aussi, comme beaucoup le craignent, et comme le craignent notamment de nombreux acteurs et de nombreuses actrices de la télévision traditionnelle, d'aspirer les parts de marché en plaçant la concurrence de la vieille école dans une course qu'elle ne peut pas suivre et encore moins gagner. Et ça, a fortiori, dans un contexte d'érosion constante des audiences de télévision traditionnelles et des revenus publicitaires, d'où le fait aussi que cet important gonflement de budget soit aussi devenu un argument marketing en soi. Regardez à quel point ma série est chère, regardez à quel point One Piece est cher, et malgré ça, à quel point tous les épisodes sont tournés dans des intérieurs et des studios de 6 mètres carrés, mais en Afrique du Sud, s'il vous plaît. Et ça, c'est sans compter qu'à côté, cette surfacturation est aussi beaucoup liée à de nombreuses errances dans les choix marketing, dans les choix artistiques, dans les choix d'œuvres qui se co-construisent souvent avec les réactions du public qu'elle cherche à segmenter, quand elle n'est pas liée carrément à l'augmentation des accidents sur les tournages du fait de la pression constante exercée depuis des années sur le vivier de talent dont ces œuvres ont besoin. Bref, c'est dans ce contexte qu'arrive Monarch Legacy of Monsters, un contexte embrassé à bras très ouverts par Apple ces derniers mois après l'annonce des futures importantes augmentations budgétaires pour leur production de films et de séries. Une série dont on ne connaît pas encore exactement le budget, mais qui devrait, dans la veine des superproductions de la plateforme, se situer très largement entre 10 et 20 millions de dollars l'épisode. A fortiori que la licence Godzilla du studio Toro coûte très cher, et ce même si Apple TV+ se trimballe un petit peu cette réputation pour le moment, pour l'instant, on sait comment ça marche, de budget de production bien serré. Fondation saison 1 n'aurait coûté que la modique somme entre guillemets de 45 millions de dollars, ce qui est moins qu'un seul épisode de Ring of Power, tout en étant quasiment aussi pénible à regarder, ce qui est un petit peu un exploit en soi. D'où donc tous ces bien jolis plans de la bande-annonce de Monarch, qui ne seront peut-être que 2 dans la série finale, mais pour ça, il faudra juger sur pièce, et c'est pour bientôt, puisque Monarch Legacy of Monsters débarquera sur Apple TV+ le 17 novembre prochain, une série dont la monstruosité concerne autant les titans qu'elle présentera que très vraisemblablement son budget de production. Control are on over at The Tonight Show after a devastating article claimed that host Jimmy Fallon has created a toxic workplace. Just hours after the article hit Rolling Stone magazine, Fallon was on Zoom with his staff. Amber Cagliano reports. Jimmy Fallon. Avant de démarrer cette news, je vous propose que collectivement on ferme les yeux, qu'on se plonge corps et âme dans la playlist des musiques des news douteuses, qu'on prenne un grand bol d'air frais là comme ça, et c'est parti pour entrer dans l'exaspération de la semaine, parce que vous n'en avez pas eu assez, et que j'imagine, et que vous adorez les hate news, je le sais, je le vois, je vous lis dans les commentaires, et vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie, puisque jeudi dernier, la journaliste Christy Lee Yandoli pour le magazine Rolling Stone a jeté un énorme pavé dans la mare en proposant une enquête sur les conditions de travail entourant la production du The Tonight Show, la très célèbre émission américaine du non moins célèbre Jimmy Fallon sur NBC, un envers du décor particulièrement toxique tenant pour la majorité aux humeurs et à un comportement décrit comme erratique de Jimmy Fallon ayant amené à de nombreux départs ces dernières années, à commencer par les showrunners de l'émission, 9 en 9 ans. Joli score, on se croirait chez Marvel. Un comportement erratique amenant beaucoup à craindre des explosions du présentateur et à s'en parler entre eux dans des vestiaires décrits comme des salles des pleurs, et ce à tous les postes de direction, précise Rolling Stone, de l'équipe de production au personnel de bureau, des dizaines de travailleurs et de travailleuses travaillant sur l'émission qui, au fil des années, ont vécu dans leur chair le déclin de leur santé mentale. Un employé parlant de ses envies de mettre fin à ses jours, un autre travaillant en permanence sous antidépresseurs et devant recourir
recourir régulièrement à des séances chez un professionnel. Un autre encore se rongeant les ongles jusqu'au sang et assistant impuissant à ses pertes de cheveux au contact d'un Jimmy Fallon dont, dès 2016, certains producteurs et certaines productrices chez NBC s'inquiétaient déjà du rapport plus que trouble de Jimmy Fallon à l'alcool. Mais ce tableau très sombre du présentateur ne doit paradoxalement pas faire oublier, il me semble, qu'il s'agit, avant même de parler de l'homme, d'une structure qui lui permet de s'épanouir, et pas seulement lui par ailleurs. De nombreux employés pointant du doigt le comportement tyrannique et raciste de certains showrunners et de certaines showrunneuses de l'émission, dans un contexte où ces employés précisément évitaient de se plaindre aux ressources humaines qui elles-mêmes n'hésitaient pas à mettre dehors celles et ceux qui soulevaient la pointe du bout d'un début de friction avec la direction. Employés qui sont par ailleurs globalement actuellement en congé sans solde. C'est la grève aux États-Unis, je le précise comme ça donne une idée de la précarité de leurs conditions. Globalement, parce que je précise par honnêteté qu'un podcast a été lancé par plusieurs présentateurs, dont Jimmy Fallon, un podcast dont les dons sont reversés aux centaines d'employés touchés par la grève, nous dit-on. Soit. Alors, évidemment, après la publication de l'enquête, Jimmy Fallon s'est excusé auprès du personnel lors d'un appel Zoom, précisant, je le cite, je suis désolé, je me sens tellement mal, si mal, je ne peux pas vous dire à quel point je me sens mal. Ok, désolé Jimmy, désolé que t'aies tant souffert, d'avoir fait tant souffrir. Une rhétorique qu'on connaît bien et qui devrait vous rappeler celle des producteurs de la série Lost dont on avait parlé il y a quelques mois dans Soft Power, en prise eux aussi avec un tournage particulièrement toxique. Hashtag les anti-victimes sont les vraies victimes. Un porte-parole de NBC a d'ailleurs pris le pupitre pour déclarer tout son soutien à Jimmy Fallon et non je déconne, NBC l'a complètement lâché. Ils ont juste défendu le programme en précisant, je le cite parce que ça vaut quand même autant de rond. Nous sommes incroyablement fiers de The Tonight Show et offrir un environnement de travail respectueux est une de nos priorités absolues. C'est raté, Michael Edward. N'hésite pas à réfléchir, puis à faire écrire tes discours avant de les prononcer, ça coûte pas plus cher. Et si je vous invite paradoxalement à détacher ce mouvement, cette histoire même de Jimmy Fallon, c'est parce qu'elle n'est pas sans rappeler l'affaire Ellen DeGeneres en 2020, sous le coup de dizaines d'accusations d'anciens employés qui décrivaient chez BuzzFeed son très populaire talk-show quotidien comme un enfer de production. Interdiction de la regarder dans les yeux, licenciement immédiat si vous vous arrêtiez pour congé maladie ou pour deuil, entre 2-3 brimades et autres remarques racistes permanentes et journalières. Mais je pourrais aussi vous citer Matt Lauer, ce journaliste de télévision américain et présentateur de la très populaire matinale The Today Show sur NBC pendant 20 ans. NBC encore, tiens, Matt Lauer épinglé pour ses comportements sexuels inappropriés. Et pareil d'ailleurs pour Bill O'Reilly, un présentateur du célèbre The O'Reilly Factor chez Fox News. Parce que oui, c'est terriblement et tristement rien de neuf dans ces structures de pouvoir où très tôt les rapports de force sont éliminés, où recours et soutien deviennent rapidement des motifs de licenciement en soi et où votre statut social vous condamne jour 1. Triste sans aucun doute, mais c'est précisément pour ça que je vous parle de cette affaire aujourd'hui. En ce qu'il nous appartient, il me semble, de constamment retravailler nos imaginaires du derrière les paillettes pour appuyer là où les rapports de force doivent retrouver de l'envergure. A fortiori que NBC a dévoilé il y a quelques jours les affiches promotionnelles de la nouvelle saison du The Tonight Show avec Jimmy Fallon, toujours révélant au passage le slogan publicitaire de celle-ci, Start spreading the news, commencez à répandre les nouvelles. Je les ai pris au mot. Ouais, ça le fait. Boum. Voilà enfin le Johnny d'Hollywood Boulevard. Les fans m'adorent. Tu sais combien ils payent pour un selfie ? Fight. Puissance étoile. Je t'ai dit que Madame Beau était dure en affaires. Ouais, j'aimerais bien la voir comme agent. Ce sera fun. Je serai un kickboxer et toi un street fighter.
Donc, la semaine prochaine sortira sur PlayStation 5, sur Nintendo Switch, sur les Xbox Series et sur PC le nouvel opus de Mortal Kombat, sobrement baptisé Mortal Kombat 1. Assez curieusement, le 12e épisode de la série, de la franchise de jeux de combat sanglant Mortal Kombat, qui est aujourd'hui tout simplement, avec 80 millions d'unités vendues, la plus grosse franchise de jeux de combat, devant Street Fighter, devant Tekken et même devant Super Smash Bros. Et quoi de mieux pour vendre ce nouvel opus que de mettre en avant une tripotée d'acteurs et d'actrices de renom venus pour prêter leur voix et ou leur visage aux personnages du jeu, parmi lesquels on peut citer Megan Fox qui prête ses traits et sa voix au personnage de Nitara qui n'avait pas été vu dans la série depuis très longtemps, J.K. Simmons qui prête sa voix à Omni-Man, John Cena à Peacemaker, Anthony Starr à Homelander, puisque Mortal Kombat est aussi depuis quelques années devenu un présentoir à personnages issus de la pop culture. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation ou l'entendre si vous écoutez Soft Power en podcast, Jean-Claude Van Damme, aussi le GOAT, via un contenu téléchargeable pour un skin à sa propre effigie pour le personnage de Johnny Cage. Un juste retour des choses, l'acteur ayant servi de source d'inspiration pour le personnage à l'époque du premier jeu qui devait être à l'origine, si l'on en croit les dires d'Ed Boon, le co-créateur de la franchise, un jeu Jean-Claude Van Damme, un skin donc pour boucler la boucle, qui rappelle les grandes années Bloodsport, a fortiori que le personnage peut se déplacer en grand écart, ce qui est aussi absurde qu'indispensable. Et si je vous en parle rapidement aujourd'hui, c'est parce que ce nouveau Mortal Kombat l'a vraiment échappé belle, à quelques mois de production près, puisqu'on apprenait il y a quelques jours que la SAG-AFTRA, le grand syndicat des acteurs et des actrices d'Hollywood, envisageait fortement d'étendre la grève aux entreprises de jeux vidéo, après l'échec d'une négociation d'1 an avec de grands studios de jeux vidéo, à commencer par Activision Blizzard King et Electronic Arts, négociation durant laquelle le syndicat avait demandé une augmentation de 11% des paiements alloués aux comédiens et comédiennes dans le jeu vidéo, et il n'était même pas question de paiement résiduel tout le long de la durée de vie commerciale des jeux vidéo, même pas, juste d'un paiement plus équitable en amont, et ça sans parler évidemment des demandes constantes de protection des artistes face à la montée extrêmement rapide des intelligences artificielles. On en a déjà beaucoup parlé, de ce lien entre entreprises de jeux vidéo et IA générative. N'hésitez pas à acheter une oreille aux anciens numéros de Soft Power. Donc une déclaration à la BBC, Audrey Cooling, une des porte-paroles de ces entreprises de jeux vidéo et surtout souvent placée là en charge de la communication de celle-ci en temps de crise, a rappelé, je la cite, « Nous recherchons un contrat équitable qui reflète le travail effectué par les artistes. Nous négocions de bonne foi et espérons parvenir à un accord mutuellement bénéfique dès que possible. » Ouais. Ce à quoi Fran Drescher, présidente du syndicat, a répondu ouais, c'est ça, ouais. Sauf que là, notre accord, il est dans une impasse en fait. Et je la cite un petit peu plus sérieusement. Une fois de plus, nous sommes confrontés à la cupidité et au manque de respect des employeurs. Une fois de plus, l'intelligence artificielle met nos membres en danger et réduit leurs possibilités de travailler. Une fois de plus, notre syndicat s'oppose à la tyrannie. Et donc, la grève, oui, sans doute. La grève, sans doute, puisque si les négociations toujours en cours n'aboutissaient pas dans les prochains jours, il pourrait s'agir là d'un outil de pression tout trouvé dans l'objectif de modifier les rapports de force en présence. A fortiori qu'au-delà du fait que la SAG-AFTRA est en grève depuis plus de 2 mois, ce très important syndicat américain avait déjà historiquement obtenu gain de cause en 2016 après 11 mois de grève. 11 mois, les gens. Une grève des acteurs et des actrices de voix, des cascadeurs et des cascadeuses, de celles et ceux qui permettent la capture de mouvements, qui pendant 11 longs mois s'étaient retirés pour des raisons salariales, de transparence et de conditions de travail. Et c'est donc dans ce cadre que ce Mortal Kombat 1 peut souffler très fort d'avoir bouclé sa production il y a quelques mois et s'enorgueillir de la puissance de la franchise qui lui permettra de se passer des acteurs et des actrices ayant travaillé pour le jeu, pour sa promotion et pour ses campagnes marketing. À plus forte raison que, vu qu'il semble avoir été assez compliqué de convaincre Jean-Claude Van Damme d'au moins prêter sa voix, on peut facilement deviner ce qu'il en aurait été de sa participation si la production du jeu avait dû être décalée de plusieurs mois en raison de la grève. Grève qui par ailleurs, les gens, si elle se réalise, devrait très concrètement impacter les productions de l'industrie du jeu vidéo et créer, comme pour le cinéma et le petit écran, un gap de sortie d'ici quelques années, à commencer par les productions des studios compris dans la motion de grève, parmi lesquels on retrouve Activision, Disney,
j'en suis vraiment absolument tout retourne au boulet. Epic Games, Insomniac, Take-Two, Electronic Arts ou encore Warner Bros. Games. Warner Bros. Games, oui, mais pas pour Mortal Kombat 1 dont la société est éditrice, puisque le développement du jeu est bien terminares et que sa sortie est toujours fixée à mardi prochain, le 19 septembre. L'occasion pour nous toutes et tous de mettre la main dessus, de faire avancer Jean-Claude en grand écart pour qu'il puisse effectuer après un combat dantesque sa fatalité, le mouvement final si caractéristique et si sanglant des combattants de Mortal Kombat, en rappelant le sourire aux lèvres, quoique un petit peu alarmiste. J'adore les acteurs et les actrices. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Google face à la justice américaine lors d'un procès historique qui s'est ouvert ce mardi. Le géant d'Internet est accusé d'avoir abusé de la position dominante de son célèbre moteur de recherche. D'après le gouvernement américain, Google a bâti son empire grâce à des contrats illégaux avec des entreprises telles que Mozilla ou encore Samsung et Apple pour que son outil soit installé par défaut sur leur smartphone. Petite news. Pour vous parler du procès qui s'est ouvert ce mardi devant la justice fédérale de Washington, un procès capital, décrit comme historique, le plus grand procès antitrust intenté contre une grande entreprise technologique depuis celui intenté contre Microsoft à propos de la domination du système d'exploitation Windows il y a de cela plus de 20 ans. Ça avait bien marché. Un procès cette fois opposant les autorités américaines au géant Google, les premières accusant le second d'avoir contourné les règles de la concurrence pour s'assurer une situation quasi monopolistique sur les recherches sur Internet. Et là, vous allez me dire, mais Lex, Google, un monopole, je suis vraiment très la surprise, je ferai quelques recherches sur Google après l'émission pour en apprendre plus, et je ne vous comprendrai que trop bien, mais oui, il est bien reproché à Google, je sais, c'est fou, d'avoir versé et de continuer à verser des milliards de dollars chaque année à des fabricants d'appareils connectés, des opérateurs mobiles ou des concepteurs de navigateurs Internet pour s'assurer que son moteur de recherche demeure et de loin en tête de liste, mais aussi pour forcer la main de toutes ces sociétés à ne pas entrer en contact avec la concurrence. Bien sûr, à charge pour les autorités américaines de démontrer comment la façon dont le géant de la recherche gère sa publicité constitue en soi une violation de la loi antitrust. Et chez Google, pour le moment, la défense est tranquille et repose principalement sur le si on est dominant, c'est juste qu'on est mieux et gratuit. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller sur Yahoo. Voilà, super. Ça, c'est exactement une réplique qu'aurait un méchant monopole dans les films. Et on est parti pour un bon gros procès de 10 semaines dont l'objectif sera double. 1. Déterminer si Google a bien violé les lois antitrust dans sa gestion des recherches et de la publicité. Et 2, si c'est le cas, de proposer une sanction à la hauteur, sanction pouvant aller, on en avait déjà parlé un petit peu à l'occasion de l'affaire Ticketmaster Live Nation il y a quelques semaines dans Soft Power, jusqu'à la revente forcée d'une partie des activités du groupe. Et si je le souligne, les gens, c'est précisément parce que c'est en grande partie cet objectif qui est poursuivi par l'administration Biden, qui vise un allègement structurel de Google. Ce mardi, au début du procès, donc, l'avocat du ministère de la Justice, Kenneth Dinser, a mis en avant que Google était devenu un monopole au moins depuis 2010 et qu'il contrôlait aujourd'hui plus de 89% du marché de la recherche en ligne, ce qui est, il me semble, je suis pas expert, beaucoup, je crois. Il a été soutenu dans son accusation par d'autres avocats, dont William Cavanaugh, qui représente différents États américains, puisque dans cette affaire complexe, c'est aussi ajouté à celle-ci une plainte distincte contre Google, intentée par près de 40 États, 2 mois après le dépôt de la plainte par le ministère de la Justice. Plainte également examinée donc par le juge Amit Mehta dans ce procès. Et l'avocat de Google, John Schmidline, qui n'a peur de rien, s'est dit qu'il allait la jouer au culot en rappelant que bien au contraire, les pratiques de Google augmentaient en réalité la concurrence, puisque par exemple, en préchargeant les applications Google sur tous les smartphones Android, cela contribuait, nous dit-on, à créer un contrepoids au système iOS d'Apple. Bravo. Belle audace, 5 étoiles Télérama, 90% sur Rotten Tomatoes. Alors, vous l'aurez compris, il faudra être un peu patient pour connaître le dénouement de cette affaire, a fortiori que le juge de district Amit Mehta ne rendra probablement pas de décision avant le début de l'année prochaine. Mais il me semble intéressant de rappeler que ce procès contre Google s'inscrit dans un baroud qu'on espère pas seulement d'honneur des autorités de la concurrence qui, depuis plusieurs mois maintenant, ont décidé de s'atteler à mettre fin aux décennies de croissance sans entrave ni poursuite de ces gigantesques big tech,
toutes et tous accusés d'étouffer la concurrence. Et s'il est encore un peu tôt pour parler de renversement de tendance, évidemment, loin s'en faut, il faut bien reconnaître quand même qu'il me semble qu'avec les actions antitrust intentées contre Meta et contre Amazon cette année, des actions intentées contre Microsoft également et désormais contre Google, c'est peut-être une forme de début, de fin, de tapis rouge qui s'annonce pour ces GAFAM. Cette affaire aura une forte incidence sur la manière dont les plateformes technologiques fonctionneront à l'avenir, prédit auprès de l'AFP John Lopatka, professeur de droit à la Penn State School of Law. Espérons les gens, que l'avenir participe à lui donner raison et qu'on soit nombreux et nombreuses à chercher les conclusions de cette affaire sur l'ICOS. 12 septembre, Unity annonce une nouvelle tarification ainsi que la suppression définitive de l'offre Unity+. Mais c'est bien le tarif qui pose réellement problème puisque, en plus de l'abonnement que je viens de mentionner, l'entreprise va désormais facturer les studios à chaque installation d'un jeu ou bien d'une application qui tourne grâce à Unity. Mais qu'est-ce qu'il se passe, les gens? C'est Unity Technologies, la société derrière le moteur Unity, l'un des moteurs les plus répandus dans l'industrie du jeu vidéo, notamment pour beaucoup de studios indépendants. C'est la question qu'ont dû se poser cette semaine bon nombre de développeurs, développeuses et autres analystes après la publication ce mardi d'un communiqué de presse décrivant la douille maximale qui les attend à partir du 1er janvier. Alors, on est là sur une news très mouvante, je vous préviens quand même, qui se met à jour toutes les heures. Donc, il est tout à fait possible que dès maintenant ou que dans quelques heures ou jours, il faille compléter, modifier, voire inverser ce que je suis en train de dire. Je compte sur vous pour apporter des modifications ou des précisions en commentaire. Grosse douillasse donc à partir du 1er janvier, puisque Unity facturera désormais aux développeurs et aux développeuses chaque installation d'un jeu utilisant leur moteur. Passer certains seuils de téléchargement et de rentabilité, un seuil de $200 000 de revenus sur 12 mois et un total de 200 000 installations atteintes, nous dit-on, pour des frais alors occasionnés qui pourront atteindre les 20 centimes de dollars à verser à Unity par installation, ce qui est juste colossal. Je vous passe les détails du communiqué si vous travaillez avec Unity+, si vous travaillez avec Unity Pro ou Unity Enterprise. Bien sûr, l'entreprise a justifié sa nouvelle mesure en soulignant, je la cite, non je déconne, il n'y a rien à citer, là c'est vraiment pour palper de l'oseille. Et le pire c'est que c'est absolument transparent, pas dans le communiqué de presse qui noie un petit peu le poisson en disant c'est quand même mieux de payer à chaque installation que de décider en amont d'un partage de revenus. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas de partage de revenus avant Unity en fait. Non, c'est dans une interview donnée à Game Developer que le président d'Unity Create, Mark Whitten, a souligné, accrochez-vous parce que ça vaut littéralement des ronds, que la société visait à mieux équilibrer l'échange de valeur entre elle-même et les développeurs. C'est joliment dit. Et chez Unity, nous voulons gagner plus d'argent afin de pouvoir continuer à investir dans le moteur. Ça fait bizarre, on n'est plus habitué à ce que ce soit dit aussi clairement, même si bien sûr ça temporise quelques lignes plus loin pour souligner, je cite, la taxe n'affectera pas la majorité de nos développeurs. Les studios concernés sont ceux qui ont des jeux à succès et génèrent des revenus bien au-delà des paliers établis. Un super modèle, donc la première dose est gratuite. Donc, sauf que ça, il y a bien que Unity qui en est convaincu. Ces derniers jours, bon nombre de développeurs et de développeuses ont opéré une sacrée levée de bouclier sur les réseaux sociaux, pointant du doigt notamment l'opacité de la notion d'installation, ce qui a poussé Unity Technologies à reprendre la parole avant-hier pour spécifier que seule la première installation serait comptabilisée, ouf, à condition d'utiliser le même appareil. Ah. Merde. Mais alors, Unity, qu'est-ce qui se passe si j'installe le jeu que j'ai acheté sur plusieurs appareils ? Et qu'est-ce qui se passe si le jeu se trouve sur des services qui favorisent largement sa diffusion et son installation facile quasi gratuitement, comme sur les services Game Pass de Microsoft, ou lorsqu'ils font partie de collections de jeux qui vont naturellement générer des tonnes de téléchargements ? Et quid des jeux free-to-play Unity, dont le système économique est entièrement basé sur un grand nombre de téléchargements ? Quid de la subsistance des soldes ? Quid de l'intérêt de faire des soldes, dont l'objectif est bien évidemment de baisser le prix d'entrée pour augmenter le nombre de téléchargements ? Et puis entre nous, à l'heure du review bombing Unity, où certains se regroupent massivement pour incendier une œuvre pour des raisons politiques, est-ce qu'on a vraiment envie de donner à ces mêmes personnes la possibilité de surinstaller un jeu très vite sur tout un tas de machines physiques ou de machines virtuelles, pourquoi pas, pour littéralement grignoter une partie des revenus d'un studio ? Et comme de toute façon cette histoire d'installation initiale est très difficilement vérifiable, même si Unity souligne qu'il les comptait déjà depuis longtemps, ce qui a choqué tout le monde, je vous rassure, personne n'était au courant, il y a fort à parier qu'au-delà de simplement mener
mener des studios à la faillite, ce qui arrivera si ce nouveau système est mis en place tel quel. La décision d'Unity risque, pour la majorité des survivants, de créer des conditions d'instabilité et un énorme risque financier perpétuel où l'on ne sait jamais trop ce que l'on devra à l'arrivée. Sur les réseaux, certains studios qui en ont le luxe ont déjà annoncé avoir entamé des démarches pour changer de moteur, à commencer par Inner Sloth, le studio derrière le grand succès Among Us, et Megacrit derrière Slay the Spire. Bref, une décision dont il sera très important de suivre l'application réelle d'abord, puisqu'on est aussi très probablement dans une forme de grande fenêtre d'Overton, où on propose le système le plus stupide et le plus intenable possible pour qu'il en subsiste tout de même quelque chose à l'arrivée. Et si cette application est opérante, il faudra en suivre absolument les conséquences. Une décision de prime abord, les gens, aux effets absolument délétères sur l'industrie, mais qui surprend assez peu dans un fort contexte de forte chute de la valeur des actions de Unity ces dernières années et d'un grand mouvement en interne de rationalisation des coûts. Vous connaissez le terme, je l'utilise assez souvent, je me le suis tatoué dans le pif pour ne plus avoir à l'écrire dans mon conducteur. Rationalisation des coûts, à commencer par le licenciement de quasi 1 millier d'employés cette année, dans un cadre évidemment dans lequel le PDG d'Unity, John Riccitiello, pas le meilleur d'entre nous, ayant rappelé dans une lettre aux employés, je le cite, et vous allez croire que je cite tellement d'autres que j'ai déjà cités dans Softpower, tellement ça ressemble. Nous avons réévalué nos objectifs, nos stratégies, nos buts et nos priorités à la lumière des conditions économiques actuelles. Pas les tiennes, John, puisque tu pèses 173 millions de dollars. Ça aide d'avoir été le directeur d'Electronic Arts, pas à la meilleure période, et d'avoir vendu il y a quelques mois beaucoup d'actions de chez Unity. Sacré timing, que certains apparenteront probablement à du délit d'initié, mais ça a été fait légalement. Bref, c'est ça la nouvelle politique d'Unity, en espérant et en souhaitant des modifications apportées à ces annonces dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ou dans le pire des cas, une porte de sortie vers d'autres moteurs, ce qui est toujours un peu difficile à croire, tant ça occasionne des coûts de reformation, de transfert, de changement d'habitude de process au sein de studios qui n'en ont très souvent pas l'ombre du début de la possibilité. Nous donnons du pouvoir aux créateurs, est-il écrit sur le site officiel d'Unity. Il était juste pas précisé que c'était ceux de la société. Il est 18h10 au Japon, donc il est 11h10 en France. Vous êtes toujours sur Softpower, la matinale pop culture, comme chaque vendredi de 10h à midi. Il est déjà l'heure de s'offrir une petite pause musicale qui, cette semaine, va rappeler de bons souvenirs à beaucoup d'entre vous. Profitez de cette petite pause pour vous refaire un café, pour vous étirer, pour laisser une petite évaluation sur la VOD ou sur les plateformes de podcast si vous rattrapez l'émission, voire même, ce serait incroyable, un petit commentaire. Soyons fous. Et on se retrouve comme toujours juste après la pause pour parler de la très attendue adaptation animée du webtoon Solo Leveling, pour parler du scandale Rotten Tomatoes et du système de notation des œuvres culturelles, et pour qu'on vérifie ensemble, une bonne fois pour toutes, si cette fameuse série One Piece live sur Netflix a bien marché ou non, à moins que ce soit un petit peu plus difficile à dire que ce qu'on imagine. Allez, on se retrouve tout de suite dans Softpower. Vous êtes toujours dans l'émission Softpower, comme chaque vendredi de 10h à midi, la meilleure matinale pop culture à l'exception de toutes les autres, dont la rumeur dit que Keanu Reeves lui-même l'aurait qualifié de « à couper le souffle ». Petit moment réclame pour vous rappeler que si l'émission vous plaît, vous pouvez la soutenir financièrement sur ma page Patreon, le lien dans la description des podcasts et de la VOD YouTube et sur le chat si vous suivez l'émission en direct. Je vous rappelle également qu'à partir de la semaine prochaine, ou plutôt de celle d'après, vous pourrez retrouver du Softpower un peu plus régulièrement en format très court un peu partout, à commencer par TikTok mais aussi Instagram et YouTube. On verra si je tiens le rythme ou si c'est impossible à faire, mais on va essayer de ne pas se flinguer la santé non plus. En tout cas, n'hésitez pas à suivre, ça me donnerait un peu de force sur ces réseaux que je ne connais pas forcément encore très bien. Tous les liens évidemment dans la description. Notez également que si vous avez un compte Amazon Prime, vous disposez d'un sub par mois gratuit à une chaîne Twitch, que celui-ci est inclus dans votre abonnement et que ça aide énormément, et que par ailleurs en ce moment les gens c'est le September, et que sur Twitch vos subs coûtent moins cher qu'habituellement et que c'est donc le meilleur moment pour vous abonner pour un mois ou pour plusieurs mois d'affilée à la chaîne. Merci pour votre soutien. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, qui souhaiteraient rattraper les news de cette semaine, rendez-vous pour le format podcast de l'émission sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer ou sur n'importe quelle autre plateforme, en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD, quelques heures après le live, et désormais aussi sur TikTok et sur Instagram donc. Et j'en profite pour préciser que si vous avez un peu de temps devant vous la semaine prochaine, ce serait sympa que vous veniez donner un petit peu de force à l'émission, puisqu'après Softpower, vendredi prochain, on recevra de midi
jeudi à 14h des représentants du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo. Et ça va être très sympa. Il y aura d'ailleurs pas mal de discussions très sympas dans les prochains mois, vous verrez. Et je termine la réclame en vous rappelant de ne pas oublier, pour soutenir l'émission, que vous pouvez laisser des commentaires, mettre des pouces bleus, placer des étoiles, réaliser des recommandations ou tout simplement partager autant d'actions qui aideront fortement l'émission à se développer. Objectif 4 milliards d'écoutes d'ici 2037, raisonnable. Vous venez d'entendre le morceau des grands souvenirs Cat Size 2023 version, une refonte par le génial Taku Iwasaki du thème de Cat Size qu'on est beaucoup à avoir découvert par la série animée rebaptisée en France pour l'occasion signée Cat Size, l'adaptation du manga éponyme de Tsukasa Rojo, une série diffusée qu'on était nombreux et nombreuses à avoir suivi sur FR3 à l'époque ou sur France 5 ou Manga pour les plus jeunes d'entre vous. Et s'il existe une version 2023, c'est que Taku Iwasaki, que je vous ai déjà présenté et qui est le génie, notamment derrière les incroyables bandes originales de Gurren Lagann et des OAV de Kenshin le Vagabond, s'est vu confier la bande originale du film City Hunter Angel Dust de Kazuyoshi Takeuchi pour célébrer le 35e anniversaire de la franchise, bande originale sur laquelle on retrouve donc ce morceau Cat's Eyes 2023. Et je sais pas pour vous, mais moi ça me met les poils de réentendre cette chanson, un morceau qui n'était pas rien par ailleurs, puisque c'était le premier générique d'animé à atteindre la première place du célèbre classement japonais Oricon, comme quoi Cat's Eyes 2023 de Taku Iwasaki, dont je vous invite une nouvelle fois à découvrir le brillant travail. 突如として異次元とこちらを結ぶゲートと呼ばれる通路が出現し、世界中で常識を超える出来事が起こり始めた。戦うことのできる能力に覚醒した者たちをハンターと呼んだ。今日もよろしくお願いします。あの兄ちゃんは別名人類最弱兵器なんだ。まさか意地張ってハンターを続けてるんじゃないですよね。いいんです。俺が弱すぎるだけですし、家族の中で働けるのも俺だけ。俺には金がいるんだ。行きます。シーヌさん、あの大きな石像、私たちのことを見てたんです。みんな捨てて叫んだろ。聞いてねえぞ。俺が知るか。何が起きてるんだ。殺される。まだ生き残るんだ、絶対に。俺なりに頑張ってここまで生きてきたんだ。もう一度チャンスがあれば。ソンジヌハンター、あなた覚醒後の覚醒をしたんじゃありませんか。覚醒後の覚醒、まさかこれ俺にしか見えないのか。もっと体を大事にしてよ。めちゃくちゃ心配したでしょ。前に進むか引き返すか、さて行くか。装備は整えた、やるべきこともやった。本当にパーティーもなしに俺一人でボスを。けどやるしかないんだ。嘘だろ。どうすりゃいいんだよ。弱いからあんなあだ名までつけられるんだ。弱いから舐められるんだよ。熱く戦おうぜ。生きている限りこの上なきゃ熱く強くなれるのなら、このふざけたルールにだって従ってやる。Je vous propose un exercice de pensée. Comme si vous viviez dans un jeu vidéo, vous étiez le ou la seule au monde à être capable de prendre des niveaux, de gagner en force, en agilité, en dextérité ou encore en intelligence. Après avoir défait un ennemi ou obstacle, que feriez-vous de cette expérience nouvellement acquise? Peut-être sauveriez-vous la terre entière, peut-être vous mettriez-vous à la tête d'un empire pour être vénéré, pour avoir vos adeptes, pour gérer le destin de l'humanité, pourquoi pas, d'une main de fer. Ou peut-être encore en profiteriez-vous pour faire des dons de 10 millions d'euros à des associations, être applaudi pour ça même peut-être, en esquivant au passage le paiement de vos impôts à hauteur de 400 millions, ou peut-être simplement enquêteriez-vous sur l'origine de vos pouvoirs. Ça, les gens, c'est la promesse de Solo Leveling, l'adaptation en dessin animé du désormais classique webtoon aux 14,2 milliards de vues de Jang Sung-rak de 2018, lui-même adapté du roman web sud-coréen de Chugong publié en 2016. Solo Leveling qui nous raconte donc l'histoire de Tsung Ji-woo, un chasseur de monstres absolument nul
nul en tout point, qui un jour, alors qu'il a survécu à une terrible excursion bien au-delà de ses capacités où sera anéantie la quasi-totalité de son groupe, va être contacté par le Système, un mystérieux programme qui lui proposera de devenir le seul personnage à gagner en niveau et accessoirement à se lier à des serviteurs, ce qui poussera Sung Jin-woo à découvrir le secret des donjons qu'il visite et enfin trouver la source de ses pouvoirs. Alors là, déjà, si vous m'écoutez depuis quelques dizaines de secondes, que vous avez entendu les noms de Sung Jin-woo, de Chugong, de Jang Sung-rak et que vous avez bien la bande-annonce en tête en japonais, nous présentant les personnages de Shun Mizushino, de Shizuku Kosaka, de Taiga Shirakawa, et j'en passe, vous vous dites déjà qu'il y a un Kintama dans le potage, et vous aurez tout à fait raison, puisque c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant d'être l'adaptation de Solo Leveling, cet animé est en réalité l'adaptation de la version japonaise de Solo Leveling, rebaptisée pour l'occasion Oredakerebe le Happenaken. Très grossièrement, je suis le seul à prendre des niveaux, et tout ça n'est pas qu'une affaire de nom, puisque la version japonaise prend quelques petites libertés, dira-t-on, avec l'œuvre originale. L'histoire originellement en Corée est délocalisée au Japon, les personnages coréens deviennent japonais et le Japon de l'histoire originale, qui n'est pas présenté comme le meilleur des alliés, loin de là, notamment lors de l'arc de l'île Jeju, pour celles et ceux qui savent, notamment lors de ce passage où lors d'une chasse commune entre chasseurs japonais et chasseurs coréens, les chasseurs japonais avaient aussi pour mission secrète de laisser canner la bouche ouverte leurs homologues coréens. Pas très sympa les gars. Ce Japon de l'histoire originale devient dans l'adaptation animée juste un pays fictif, software japonais 1-0. De manière générale, ce qu'on comprend de ce que l'on peut voir et savoir pour le moment de cet animé, c'est que cette adaptation de Solo Leveling va s'épurer de toutes les critiques du Japon qu'on retrouve dans les œuvres originales et va même s'offrir le luxe de se présenter comme une œuvre japonaise tout en gardant à l'international le nom original, Soft Power japonais 2-0, puisque précisément c'est le studio d'animation A1 Pictures, filiale d'Aniplex, qui se charge de l'adaptation animée. C'est Shunsuke Nakashige à la réalisation, que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé l'adaptation de Sword Art Online, et c'est l'immense, comme on en discutait dans le chat tout à l'heure, Hiroyuki Sawano à la musique, ce qui promet déjà une bande originale complètement dingue pour ce Solo Leveling, originellement l'une des œuvres majeures du webtoon sud-coréen, et l'un des risques de cette dilution de l'affiliation, c'est peut-être d'oublier qu'on parlait aussi beaucoup de Solo Leveling comme d'une œuvre illustrant les conditions de travail absolument désastreuses du monde du webtoon, à la suite notamment du décès de son illustrateur Jang Sung-rak à seulement 37 ans en juillet de l'année dernière. Solo Leveling faisant désormais écho à chaque fois qu'on parle de l'œuvre à ces résultats d'une enquête menée par l'agence coréenne de sécurité de santé au travail publiée en janvier, dont on avait déjà parlé, pour celles et ceux qui s'en souviennent, dont on avait déjà parlé dans les tout premiers numéros de Soft Power, une enquête absolument terrifiante et édifiante qui rappelle que les créateurs et créatrices de webtoons souffrent pour quasi un tiers d'entre eux et d'entre elles de dépression, presque 5 fois la moyenne nationale, que 17,3% d'entre eux et d'entre elles envisageaient de mettre fin à leur jour, et ça sans parler également de leurs horaires de travail désastreux, beaucoup devant travailler plus de 14 heures par jour dans les phases de crunch pour des salaires ridicules allant de 375 à 750 € par mois pour la majorité d'entre eux et d'entre elles. Et même si cette adaptation de Solo Leveling en animé a l'air sympa comme tout, et même si je me réjouis personnellement chaque jour qui passe de découvrir le travail de Hiroyuki Sawano à la bande originale, il me faut bien reconnaître qu'en travaillant méthodiquement à couper l'affiliation avec l'œuvre originale, le Japon risque aussi de nous faire perdre le lien avec les critiques apportées au monde du webtoon, dont l'œuvre est pourtant chargée. Vous me direz, ça permettra peut-être de faire le lien avec les conditions de travail du monde de l'animation, gagnant-gagnant. Dans tous les cas, Solo Leveling, les gens, c'est pour bientôt, puisque l'animé paraîtra finalement après des rumeurs de sortie cette année, en janvier 2024, et il faudra bien veiller à ce moment-là à ne pas perdre le fil pour qu'on puisse collectivement, tous et toutes, continuer à gagner des niveaux. In 1998, Rotten Tomatoes has only become more and more central to the film landscape. Despite its very simplistic, fresh, or rotten setup, or maybe because of it, it often dominates the discourse around film criticism. Whether it's the usual social media arguments over the split between the critics and user scores, or the endless comparisons between two movies' quality using their RT scores as evidence, they've become a... Ce soir, après une longue journée de travail et après avoir bien sûr assisté à ce soft power interminable en direct de 10h à midi sur Twitch, vous vous direz peut-être que pour accompagner
votre dîner, il serait tout trouvé de regarder un film, de passer un peu de temps devant quelques épisodes de série, voire de commencer les premières heures d'un jeu vidéo, pourquoi pas. Mais voilà, devant la profusion d'œuvres et les innombrables conseils et autres recommandations des uns, des unes et des autres, vous êtes peut-être, comme je le suis, un petit peu perdu, voire un peu paralysé devant littéralement un gigantesque embarras de choix. Heureusement, des revenus de magazines, des journaux, des médias spécialisés décortiquent tous ces objets culturels pour nous donner quelques pistes quant à ce que nous serions susceptibles d'apprécier ou non. Et depuis quelques années, la plupart de ces critiques, de ces avis, de ces jugements sont regroupés par des agrégateurs de notes, d'étoiles, de pouces levés en l'air qui sont là pour nous donner une très lapidaire moyenne globale de ce que la presse, de ce que les spécialistes disent d'une œuvre, mais aussi désormais de ce que disent les spectateurs et les spectatrices. Ces agrégateurs, vous les connaissez, c'est IMDb, c'est Metacritic ou c'est encore Rotten Tomatoes. Et si on peut trouver ça, et c'est pas mal mon cas, complètement vain, voire un rien néfaste quant à nos pratiques culturelles, il faut bien constater que ces agrégateurs ont depuis pignon sur rue, qu'ils sont désormais absolument centraux dans la promotion d'une œuvre, à tel point qu'on sait désormais que certaines primes de travailleurs et de travailleuses culturelles, notamment dans l'industrie du jeu vidéo, sont indexées à un certain score minimum sur ces agrégateurs, histoire que l'enfer soit maximal. Et en fin de semaine dernière, vous avez sans doute vu passer des informations sur Rotten Tomatoes, l'un de ces agrégateurs. Au centre de tout, un article du magazine Vulture qui a dévoilé, ou plutôt redévoilé ce qu'on savait déjà toutes et tous, à savoir une gigantesque mécanique de la triche, de l'arnaque, du score commandé sur mesure. Vulture s'est appuyé notamment sur l'exemple de la société promotionnelle Bunker 15 qui a notamment travaillé sur le marketing du très mauvais film Ophélia avec Daisy Ridley. Travailler comment, me demanderez-vous ? Assez naïvement, eh bien en recrutant des critiques peu connues bien sûr, souvent autopubliées, mais acceptées par Rotten Tomatoes, des critiques souvent bien enclins à faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre pour seulement quelques dizaines de dollars, faisant passer Ophélia de tout pourri à ouais, ok, vas-y, je commande des pizzas, ce qui pour un studio de production est déjà un changement radical, puisque l'un des nombreux problèmes de ces systèmes de notation, c'est précisément que toutes les critiques se valent autant verticalement, puisqu'il y a peu de différenciation entre une critique positive et une critique hyper emballée qui relèverait l'œuvre d'une vie, qu'horizontalement, puisque depuis 2018, un petit compte obscur douteux avec 2 vues par an et sans fondement peut être mis au même niveau qu'un grand journal spécialisé, on se croirait vraiment dans une conférence d'Idriss Aberkane, et ça, beaucoup de sociétés publicitaires l'ont bien compris en organisant des avant-premières devant tout un parterre de critiques et d'influenceurs soigneusement triés sur le volet, comprenez particulièrement complaisants, soit pour un avantage pécuniaire, soit pour un avantage en nature, le tout en leur collant un bel embargo ensuite pour choisir précautionneusement le moment précis où seront libérées toutes ces critiques positives, histoire de bénéficier au maximum d'une razzia sur les places ou sur les préventes, ce qui avait permis, précise Vulture, à l'horrible Ant-Man 3 de démarrer à 79%, ce qui est déjà pas incroyable, mais qui lui avait quand même permis de réaliser la meilleure ouverture pour la franchise Ant-Man, avant de quelques jours plus tard s'écraser à 48%, et enfin de s'écraser en salle, même si les études récentes, tempérons un petit peu sur la question, ne font que suggérer un possible lien entre les deux, un lien de cause à effet dont il est toujours évidemment difficile de juger de l'intensité, et un lien apparemment plus ténu par ailleurs pour les films de genre qui bénéficieraient ou souffriraient davantage des notes sur ces agrégateurs, et même sans toutes ces mécaniques, ces avant-premières peuvent tout simplement être biaisées en étant réalisées dans des festivals où le public serait plus enclin à apprécier tel ou tel type d'œuvre. Selon une étude de Global News sur Rotten Tomatoes, toujours, c'est en moyenne 10 points compris l'ensemble des films en 5 ans sur l'agrégateur. Alors, peut-être que le niveau des productions cinématographiques s'est ultra relevé ces dernières années, peut-être, mais à peine ai-je dit ça que vous ne me croyez pas, et moi non plus d'ailleurs, je ne me crois pas, a fortiori qu'on sait que Rotten Tomatoes appartient à la société de billetterie américaine Fandango, elle-même qui appartient à Comcast, juste le premier câblo opérateur et fournisseur d'accès à Internet américain, et partiellement à Warner Bros. Alors, je sais pas si conflit d'intérêts sur conflit d'intérêts, ça s'annule, mais je crois pas, il faudrait poser la question pendant les questions au gouvernement du mercredi, il me semble que ça se cumule. Et ce problème Rotten Tomatoes
dose les gens. Et bien sûr, vous l'imaginez, bien loin d'être isolé. On peut se souvenir de l'article qui avait fait grand bruit en 2015, 8 ans déjà, de Jason Schreier pour le journal Kotaku, où le journaliste montrait comment les notes de l'agrégateur Metacritic, très importante dans le monde du jeu vidéo, influençaient la créativité, la diversité, la rémunération des développeurs et des développeuses de jeux vidéo, quand il ne s'agissait pas d'être la source de menaces, de pression, de sanctions de la part des éditeurs ou des distributeurs qui utilisaient ces notes et qui utilisent toujours ces notes comme des critères de qualité et de performance, le tout dans un système de notation très généreux avec certains éditeurs. Notation d'autant plus complexe dans le jeu vidéo que la qualité d'un jeu peut être aussi très dépendante de sa technique à un instant T, et que celle-ci peut se retrouver très rapidement modifiée à l'aide d'un patch ou d'une update, non prise en compte dans ce système de notation. C'est super, et tous ces nombreux biais, ces nombreux conflits d'intérêts, ces nombreuses collusions et autres ententes rendent ces notations d'autant plus caduques que depuis quelques années on observe à côté d'énormes dissensions entre les scores du public et ceux des critiques, dont l'un des plus importants témoins de ces derniers mois est le film Mario, avec ses 58% en presse et ses 95% en public, quand il ne s'agit pas au contraire, lorsque notamment le film se mange un énorme review bombing des familles. On en avait déjà parlé dans Soft Power, lorsque des communautés s'agrègent pour bombarder de notes négatives un film pour des raisons notamment politiques, comme ce fut le cas pour Captain Marvel, tombé à 45% de notes publiques contre 79% pour la presse. Bref, si cet article de Vulture a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, il me semble être en réalité qu'un exhausteur d'une grande tendance qui se tisse depuis le début avec ces agrégateurs auxquels on donnait et donne encore tous et toutes collectivement beaucoup trop de crédit, ce qui est difficile à contourner, on est d'accord, quand les studios s'en servent d'argument de vente majeur désormais. Mais si cette affaire peut nous amener tous et toutes ensemble à se reposer une nouvelle fois la question de la pertinence de chiffrer, de compter, d'évaluer, de quantifier nos pratiques culturelles, nos appréciations de ces œuvres dans un grand mouvement observable ces dernières décennies de néolibéralisation de notre rapport à la culture, peut-être que ce serait pas si mal. En attendant, n'hésitez pas, les gens, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à mettre 100 pouces bleus, à laisser 42 commentaires sur les podcasts et la VOD de ce numéro de Soft Power, sans quoi moi aussi je devrais peut-être songer à m'offrir les services de cette fameuse société publicitaire Bunker 15. Exactly what I wanted. He believes in himself. This is cause to celebrate! Now I know what it means to fight for your family. Nothing's gonna stand in our way! You're coming with me, right? Fortune, gloire et pouvoir, cette série a amassé toutes les richesses du monde. Son nom, One Piece, ça c'est en tout cas le narratif qu'on nous a servi dans un beau coffre d'argent les premiers jours de la diffusion de l'adaptation en prise de vue réelle à quasi 140 millions de dollars du manga éponyme de Eiichiro Oda. Et aussi hier soir, puisqu'on a appris sur les coups de 22 heures que ça y est, la série One Piece Netflix était bien renouvelée pour une deuxième saison. One Piece donc, projet très attendu d'adaptation live, dont on avait déjà parlé dans Soft Power, dont les craintes et les envies générées avant la diffusion et pendant la promotion étaient au moins à la hauteur de la renommée internationale de ce qui est tout simplement et d'assez loin la bande dessinée la plus vendue au monde. Un projet d'autant plus attendu que le marketing autour de l'adaptation s'était largement intensifié depuis la première bande-annonce diffusée en juin dernier lors de l'événement To Doom de Netflix. On en avait parlé à ce moment-là, mais aussi parce que l'on savait que les adaptations en prise de vue réelle de manga n'avaient jusqu'alors pas toujours été ni des projets honnêtes, ni des réussites artistiques, et vous n'aurez pas plus de plus gros euphémismes cette année, et un projet également important pour Netflix, toujours à la recherche pour sa plateforme de nouvelles têtes de gondole plus larges que sa segmentation habituelle, dans un contexte où bon nombre d'entreprises se ressentent ces dernières années sur quelques franchises littéralement phares, mais aussi dans un contexte où Stranger Things, peut-être la série la plus emblématique du groupe, arrive au crépuscule de sa diffusion, d'où l'investissement important
important dans le projet One Piece qui doit faire le lien avec ce que je vous ai dit précédemment sur Godzilla et le financement des séries télévisées, et donc une attente importante de rentabilité. One Piece ayant eu le deuxième budget le plus élevé de Netflix après la 4e saison de Stranger Things et ses énormes 270 millions de dollars, même si la série est encore loin des budgets Disney+, pour WandaVision ou Secret Invasion, et à milieu évidemment de Citadel et de Ring of Power chez Amazon, qui ont largement dépensé sans compter, sauf dans tous les postes qui comptaient, vu les résultats. Et donc oui, Lex, tu nous fais tourner autour du pot, ça a marché, ça a pas marché One Piece, il y a une saison 2, c'est donc que ça a bien dû marcher, ça veut dire Luffy il est devenu le roi des audiences, à défaut d'être celui des pirates. Et bien précisément, ça on sait pas vraiment, et vous allez voir que ça nous en dit beaucoup sur les mesures d'audience des plateformes de streaming. Ce qu'il faut bien comprendre les gens, c'est que chaque semaine, Netflix publie un classement hebdomadaire des heures de visionnage et de vues, un barème tout à fait curieux et qui ne dit pas grand chose à grand monde, ce qui fait qu'à la fin du premier week-end de diffusion, on avait eu le droit à un matraquage de la plateforme soulignant avec tous les stabilos possibles que One Piece avait réalisé 18,5 millions de vues en 4 jours, ce qui fait beaucoup de vues, au moins une bonne semaine de Squeezie quand celui-ci n'est pas occupé à s'énerver sur Twitter. 18,5 millions de vues, ça pourrait avoir l'air très correct, surtout qu'il a été très vite avancé que la série s'était classée première des top Netflix dans 84 pays différents, ce qui par ailleurs est un record, oui, mais parfois comparaison est raison, et il faut rappeler que malgré son marketing hors norme, sa base de fans très installée et très énergique et son nom connu dans le monde entier, cette première saison de One Piece fait moins bien que celle de mercredi, qui culminait à 43 millions de vues en novembre 2022 pour sa première semaine, que celle de Queen Charlotte et ses 24 millions de vues, que celle de The Watcher et ses 22,3 millions, ou même de The Night Agent avec 20,6 millions de vues, ce qui fait du coup de One Piece un succès très vite à modérer, que certains fans ont rapidement tempéré en soulignant que oui, mais c'est One Piece, quel risque de fou. D'accord, sauf qu'en attendant, encore une fois, on parle de la bande dessinée la plus vendue du monde et l'adaptation de l'un des objets culturels les plus importants de notre époque, mais on parle aussi d'attentes démesurées de la part de Netflix après avoir injecté 140 millions de dollars dans cette première saison. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. D'abord parce que One Piece s'est très bien maintenu sur sa deuxième semaine, s'offrant même une légère remontée avec ses 19,3 millions de vues du 4 au 10 septembre, Road to PewDiePie, tout ça. Et ça, c'est important dans une certaine culture Netflix où la plateforme respecte en général une règle qu'elle s'est auto-imposée de 28 jours pour jauger du bien fondé du renouvellement d'un programme pour une nouvelle saison. Même si on parle aussi de règles de 91 jours, parfois si la plateforme veut se laisser plus de temps, ce qui rajoute du pas clair au pas clair. Et justement, les gens pas clairs, ça l'est, puisqu'inutile de vous dire qu'on ne sait rien des mesures utilisées pour jauger du bien fondé d'un renouvellement ou non, puisque tout ça doit se calculer en taux de rétention, sans doute, mais aussi et probablement surtout en termes de captation de l'audience, en renouvellement d'abonnement, en capacité du programme à remplir un ou des segments particuliers, segmentation qui fait le cœur de ces plateformes de streaming, films d'aventure, check, films pour les 12-35 ans, check, film adaptation d'un des plus gros mangas, check, mais aussi probablement la capacité d'un programme tout simplement à porter les couleurs de Netflix, à faire parler de la plateforme, à en mettre le to doom dans toutes les bouches. Et de ce côté-là, il faut reconnaître que One Piece se porte bien, plutôt bien, voire très bien, avec ses 4 milliards d'impressions de recherche pour le hashtag One Piece Netflix, et ce seulement sur TikTok, pile dans les tranches d'âge visées, sans compter que One Piece Netflix, c'est aussi un casting qui a parfois vu son nombre de followers sur les réseaux être multiplié par 60. C'est une cote d'audience de 95% sur Rotten Tomatoes pour les spectateurs et spectatrices, avec des milliers d'avis, ce qui est la cote la plus élevée pour une série Netflix, et ça, c'est particulièrement signifiant. Et ce n'est qu'en incluant tout ça, il me semble, qu'on peut comprendre l'interview un peu lunaire, il est vrai, des producteurs exécutifs de la série, Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studio, au micro du magazine Deadline, qui souligne que la saison 2 est déjà écrite, et par ailleurs, celle-ci a été officialisée hier soir, que les saisons 3 à 6 sont en cours de travail et qu'il serait envisagé carrément une 12aine de saisons pour couvrir au mieux possible l'œuvre originale. 12 saisons par et pour une plateforme de streaming, oui,
Oui, c'est ça, oui. Mais c'est pour dire à quel point on ne sait rien et on ne comprend rien de ce qui se passe sur Netflix, mais aussi sur toutes les autres plateformes de streaming. Ça, c'est très intéressant puisque précisément, c'est l'une des revendications des scénaristes, acteurs et actrices d'Hollywood, actuellement en grève. La WGA et la SAG-AFTRA réclamant plus de transparence quant au nombre exact de personnes qui regardent des séries et des films en streaming et parallèlement, vous l'aurez bien compris, réclament une plus grande partie des revenus du streaming via ces fameux paiements résiduels ou des mesures basées sur les succès. Et accessoirement, ce sont souvent ces mesures qui, pour les programmes à la télévision traditionnelle, permettaient de demander des renégociations salariales pour les futures saisons. Parce que oui, pas d'audience mesurée, pas de succès prouvable. Pas de succès prouvable, pas vraiment d'augmentation corrélative. Le réalisateur Steven Soderbergh, qui avait notamment travaillé sur plusieurs projets pour la plateforme Max de Warner Bros. Discovery, dont on a déjà parlé dans Soft Power il y a quelques semaines, avait souligné que lorsqu'il demandait plus de détails sur le succès de ses productions, il n'obtenait que des adjectifs « nous sommes satisfaits »,« des résultats encourageants », un petit peu décevant peut-être, et comme il le soulignait davantage un petit peu plus caricaturalement dans une interview chez Defector, l'opacité a plusieurs avantages pour Netflix, parmi lesquels la possibilité de cacher qu'il gagne beaucoup plus d'argent que beaucoup sont prêts à le dire. Peut-être, un peu difficile à croire, mais ok, ou qu'ils en perdent suffisamment pour qu'il soit intéressant de ne pas trop donner envie de regarder ce qu'il se passe sur le capot. Et ça, c'est déjà beaucoup plus crédible quand on connaît les tensions ces dernières années entre les plateformes et les investisseurs. Bref, c'est opaque, les plateformes donnent ce qu'elles veulent donner quand elles veulent bien le donner. On peut se rappeler par exemple l'année dernière de cet accord entre Amazon et Nielsen, la plus grande société de mesure d'audience américaine, sur laquelle il y aurait encore beaucoup à dire au sujet de Thursday Night Football sur Prime Video pour faire entrer ce dernier dans la mesure classique de la télévision. Mais vous comprenez bien que tout ça, c'est au cas par cas. Ça pourrait être amené à changer peut-être dans les années à venir en fonction des grèves, bien sûr, mais aussi en fonction des législations locales, à commencer par les directives de l'Union européenne qui ont imposé à Netflix ces dernières années la signature d'accords réclamant le versement de redevances supplémentaires en fonction du succès de films locaux. Ça, on verra. En attendant, les gens, pour One Piece, on ne sait pas, même si vu le renouvellement de la série pour une saison 2, ça a l'air de plutôt bien se passer, au fond. C'est flou. Quant à mon avis sur la série, puisque j'ai vu que vous me demandiez ça en commentaire sur les VOD, je vous propose qu'on fasse un petit stream de discussion, un de ces quatre, pour en parler sur Twitch. Mais j'ai pas vraiment apprécié ce que j'ai vu et c'était pas mal raccord avec ce que je pressentais et que je vous avais déjà raconté il y a quelques mois dans Soft Power. Mais en attendant plus de clarté de ma part et de celle des plateformes de streaming quant à leurs audiences, on pourra déjà se féliciter en disant que One Piece sur Netflix s'est renouvelé et que pour beaucoup, ce sera déjà un pas de plus faire la découverte du trésor du roi des pirates. Voilà, c'est terminé pour les news de cette semaine. J'aurais pu évidemment vous toucher un mot du vote à l'unanimité des artistes VFX de chez Marvel en ce qui concerne leur syndicalisation. On en avait déjà parlé dans Soft Power il y a 2 semaines et c'est chose faite. La révolution est en marche. On continuera évidemment de suivre ça dans l'émission. J'aurais pu traiter également le nouveau modèle de rémunération dit centré sur l'artiste d'Universal Music Group et de Deezer qui a été dévoilé la semaine dernière et qui devrait être mis en place en France au prochain trimestre. Je vous passe les détails, mais le risque pour les nouveaux et nouvelles artistes d'avoir encore plus de mal à joindre les deux bouts est important. On aura pu aussi collectivement tous et toutes se taper la tête contre un mur en parlant du GP Explorer 2 et du harcèlement de Manon Lanza suite à son accident parce que les années internet passent et se ressemblent absolument toutes. J'aurais pu vous parler un peu plus joyeusement du titre Calm Down de l'artiste nigérian Rema en feat avec Selena Gomez qui est devenue la première chanson d'un artiste africain à atteindre le milliard de flux Spotify. J'aurais pu aussi évoquer la disparition de Buichi Terasawa à 68 ans, un des pionniers de la création du manga sur ordinateur, mais surtout pour beaucoup évidemment le créateur de l'œuvre culte Cobra. J'aurais pu aussi souligner que ça y est, le Japon a enfin lancé son programme officiel d'incitation à la production cinématographique et télévisée. Voilà, c'est fait. Il devrait y avoir de la caillasse injectée à tous les étages pour toujours plus de soft power japonais dans les prochaines années. J'aurais pu vous parler de quoi d'autre ? J'aurais pu vous parler de cette déclaration de David Zaslav, le PDG, notre cher PDG de Warner Bros. Discovery, qui a déclaré que les franchises DC, que les franchises Le Seigneur des Anneaux et que les franchises Harry Potter étaient sous-utilisées. Non ?
je vous assure, la news date bien de la semaine dernière. On n'est pas en 1995 et j'aurais pu vous parler aussi de la bande-annonce du nouveau Lajli avec son bâtiment 5 qui a l'air un petit peu mélo, chiant, mais c'est qu'une bande-annonce et évidemment j'y jetterai un œil. J'aurais pu vous parler du dévoilement de l'Iris Blanc, le 40e album d'Astérix dont la couverture a été dévoilée à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Et par ailleurs, j'aurais pu aussi vous parler de cette fameuse Coupe du Monde de rugby. Il y a beaucoup de choses à dire du côté du soft power culturel. Je vous propose d'arrêter là parce que ce soft power dure déjà depuis 6h30, je vous propose qu'on parte en voyage, direction les recommandations de cette semaine et qu'on commence avec, évidemment, le GOAT. Voilà, mon grand-père, il adore nous donner des surnoms, donc j'ai récupéré ça. En fait, pour ceux qui vous connaîtraient pas, qui vous écoutent ce matin sur Inter, vous êtes l'un des plus gros streamers de la plateforme Twitch, celle qui fédère des millions de jeunes qui vous regardent jouer aux jeux vidéo en poussant des cris et en faisant des blagues. Et vous êtes aussi à 28 ans à peine un chef d'entreprise, le PDG de la Carmine Corp, un des premiers clubs d'e-sport en France, on va en parler. Il faut vraiment comprendre que vous êtes une star générationnelle. Vous avez 1,7 million d'abonnés sur Twitch. Vous avez conscience que vous êtes un modèle pour les jeunes et que ça veut dire aussi que vous avez des responsabilités. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande à un jeune de 15 ou de 18 ans ou de 20 ans qui le fait rêver, il va dire soit un footballeur, soit un rappeur, soit vous. En vrai, j'en ai conscience et j'en ai pas conscience parce que dans ma vie, je reste très normal, très simple. J'ai pas de caprice de star, de ce qu'on peut voir chez les rappeurs ou les joueurs de foot, tout ce que vous voulez. Mais j'en ai conscience dans le sens où j'ai une responsabilité auprès de la jeunesse. Donc des fois, on va me proposer, je sais pas moi, des opportunités de paris sportifs, alcool, ce que vous voulez, et ce genre de trucs. Bah, je sais que je peux pas vendre ça à une communauté plus jeune. Donc vous dites non. Ouais, je suis très responsable par rapport à ça. Sur Twitter. Pour bien commencer les recommandations de cette semaine, je vous propose de découvrir une petite chaîne qui monte malgré le silence des médias, France Inter, puisque cette semaine, exceptionnellement, Léa Salamé recevait Kameto, notre CEO à tous et à toutes, l'entrepreneur, le vidéaste, le streamer, le gamer et accessoirement le PDG et cofondateur de l'entreprise à succès Carmine Corp. Une interview menée à l'occasion de la 3e édition du KCX, cette grande soirée / rencontre abonnée majeure avec la Carmine Corp qui se déroulera demain à l'Accor Arena de la Défense avec au programme des matchs internationaux, des scènes, des surprises en tout genre, le tout dans une ambiance complètement tarée qui me ferait regretter de ne pas être en France à ce moment-là. Et Kameto s'en tire très bien dans cette interview qui revient sur son parcours, sur son métier de streamer, sur Twitch en général, mais aussi sur son invitation présidentielle à se rendre à l'Elysée pour faire, le croyait-il, la promotion de l'e-sport. Efficace et très solide sur ses appuis, Kameto gère l'interview d'une main de maître et ça fait plaisir à voir et à entendre. Voilà. J'ai grandi ici, tu vois, dans ce beau quartier. Ce qu'ils racontent dans leur texte de rap, moi je le raconte dans un manga. Ok, ouais. Là j'ai vu une interview de toi il y a pas longtemps où t'expliquais que justement tu voulais pas faire un manga un peu classique entre guillemets dans les codes de ce qui se fait au Japon. Tu voulais reprendre la recette du manga, mais faire ça à la sauce française, de quelque chose que toi t'as vécu. En vrai, moi je raconte mon histoire. Moi je prends la culture que j'ai autour de moi et je l'exploite comme je peux. Et en vrai, je pense qu'au Japon ils font la même chose. Dans les shoujo, dans certains seinen aussi, c'est très culture japonaise, tu vois, ils vont au combini, ils vont au travail habillés en salaryman et tout, ils ont des problématiques de chez eux. En fait, je pense que c'est bizarre de prendre la culture de quelqu'un d'autre et de raconter des trucs c'est déguisé, je sais pas comment dire. En fait, c'est ça que j'ai dit la dernière fois. Tu prends des mangas français, si tu regardes pas le nom qui est dessus, en fait, ça peut être un manga japonais, y a pas de souci, tu vois. Je pense qu'on a plein de trucs à offrir. La France, c'est un pays qui tabasse, on a une culture de ouf, on a une culture hip-hop de ouf. Mais en vrai, les gens se rendent pas compte, mais partout dans le monde, ils aiment ça. Les Américains, ils aiment trop ce qui se passe en France, les Japonais, ils aiment trop ce qui se passe en France, en termes de streetwear, en termes de musique, de plein de trucs, tu vois. Mais je pense que avoir un média pour faire ça, c'est cool. Du coup, en termes de tout ce qui est... Les gens, pour cette recommandation, je vous propose de partir sur la chaîne de Rodolphe Mise, décrite comme une chaîne présentant des vidéos entre culture française et culture japonaise, ce qui n'est pas tout à fait vrai lorsqu'on regarde l'intégralité du contenu de la chaîne, mais peu importe, puisque dans sa dernière vidéo, Rodolphe part à la rencontre de Victor Dermo, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, mangaka français originaire de Caen. Si vous vous souvenez de la discussion qu'on a pu avoir avec la mangaka Suissi Amishin dans Soft Power Excelsi, vous avez plu, alors vous devriez être intéressé également pour rencontrer Victor, dessinateur et scénariste du manga Diamond Little Boy, une œuvre semi-autobiographique qui aborde
les thèmes de la délinquance et de la culture underground française. Un manga que je ne connais pas mais qui a l'air hyper intéressant et qui s'est même offert le luxe d'une sortie japonaise. Dans son interview, Victor revient sur le rapport du manga à sa propre vie, sur la façon dont, en tant qu'indépendant, il a réussi à percer la carapace de l'édition japonaise. Il revient également sur ses processus de travail et sur son rapport à la culture hip-hop. C'est intéressant et un rien inspirant. Je vous invite à découvrir l'interview en intégralité. Et puis des mangas francophones, c'est pas si souvent. Il y a un rôle sur le plateau destiné à justement faire en sorte qu'un tournage ne devienne pas une cour de récré. C'est le premier assistant réalisateur qui, parmi toutes les tâches qu'il a à faire, doit aussi maintenir un rythme et un silence sur un tournage pour que tout le monde puisse bien s'entendre. Alors ça n'évite pas qu'il y ait forcément un peu de bruit, c'est normal, mais ce tournage-là semblait particulièrement bruyant, ce qui accentue aussi le stress. Lola, une technicienne de tournage, qui n'est pas son vrai nom, dit notamment ceci. Nawel criait tous les jours, et du coup, tout le plateau s'y mettait. Il y avait une tension en permanence. Maëlle, une autre technicienne, ajoute que la tension était telle que les équipes finissaient par ne plus se reconnaître tant tout le monde devenait détestable, même agressif, avec une grosse boule au ventre. Ce n'est pas censé arriver sur un plateau même quand on est épuisé. Comme je vous l'ai dit, un tournage c'est fatigant et il arrive d'être irritant quand une journée se passe pas très bien ou quand elle est beaucoup trop longue. Mais ces choses-là font effectivement partie du métier et les heures supplémentaires sont normalement toutes prises en charge pour bien nous payer à la fin du mois. Mais une fatigue excessive entraînant un stress et une agressivité, ça peut aussi avoir des conséquences plus graves, comme un manque d'attention sur la sécurité du tournage. Donc un projecteur par exemple. Cette semaine, la chaîne Game Focus, dont on a déjà parlé dans Soft Power, revient sur l'enquête Mediapart sur les coulisses du tournage de la série française Jusqu'ici tout va bien, réalisée par Nawel Madani et diffusée sur Netflix. Un tournage décrit comme particulièrement toxique, difficile, tendu, dont les techniciens et les techniciennes ont dénoncé des conditions particulièrement difficiles et durant lequel l'arrivée d'un référent Netflix éclaté au sol n'a pas vraiment aidé à temporiser quoi et qui que ce soit. Et ce que j'aime dans l'approche de Game Focus, c'est sa mise en rapport avec sa propre expérience sur les plateaux de tournage, son rappel constant que oui, les plateaux sont traversés par différents affects, par différentes volontés et des rapports parfois contradictoires entre les membres des équipes. Et toute la vidéo va se construire ainsi en faisant des allers-retours constants entre l'expérience vécue de Game Focus et le tournage de Jusqu'ici tout va bien, de la gestion du bruit du plateau à la question de la sécurité, en passant par les pressions que Nawel Madani subissait également sur le tournage. Bref, les gens, c'est passionnant à écouter et ça remet beaucoup de choses en perspective, en tout cas pour ma part. Une bien chouette recommandation de la semaine. Donc, le cas Netflix tournage scandaleux, c'est chez Game Focus que ça se passe. Les reviews sont tombées de Lies of P. Voilà, donc ce jeu qui est quand même assez attendu. Alors même si, on peut le dire, c'est vrai que ces développeurs coréens, c'est un premier gros jeu pour eux d'une réelle importance, parce que beaucoup de caméras se sont focalisées sur ce titre, parce que pour une partie du public, alors déjà, c'est un jeu Souls-like qui arrive en cette année 2023, il y en a quelques-uns, mais dans des délires un peu différents. Tu vois, t'as Blasphemous, mais Blasphemous c'est une vision 2D, c'est pas désagréable, mais c'est 2D. T'avais Wulong dans des... Et pour finir cette salve de recommandations, je vous propose de découvrir un podcast audio, Café Matin, qui chaque matin à partir de 9h sur Twitch fait un grand débrief de l'actualité pop culture de la veille. Évidemment, le ton est assez différent de ce que vous pouvez entendre dans Soft Power et c'est une émission très factuelle. Mais Sephiroth, puisque c'est son nom, anime très bien la chose. Dans l'émission d'hier, une émission très axée jeux vidéo cette fois-ci, puisqu'il revient notamment sur l'affaire Unity dont on a parlé il y a quelques dizaines de minutes, mais il parle aussi des événements qui ont eu lieu hier soir, le Nintendo Direct d'un côté, le State of Play de PlayStation de l'autre, avant qu'ils aient eu lieu, ce qui permet de faire la comparaison entre les attentes et la réalité de ce qu'ont été ces deux événements plutôt moyens dans l'ensemble. Mais si vous avez le jeu vidéo en horreur, il y a tout un tas d'autres sujets qui sont brassés chaque jour dans l'émission, puisque je l'ai découverte par exemple suite à l'annonce de la disparition de Buichi Terasawa, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puisque je suis dans ma phase podcast pop culture, n'hésitez pas également à jeter une oreille au travail de MacGuffin Maker sur sa propre chaîne, qui tient aussi une matinale pop culture de temps à autre, et le travail de l'équipe du YOLO Show qu'on avait déjà présenté ici et qui est très présente sur TikTok, histoire qu'on parle de pop culture partout où on peut le faire. Le podcast Café Matin, Unity met le feu au dev, c'est sur la chaîne Sephiroth, Cloud Sora, et c'est la fin des recommandations de cette semaine.
Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Soft Power. Après une petite semaine d'absence, j'espère que cette reprise vous aura plu et je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro vendredi prochain de 10h à midi sans faille sur Twitch, suivi d'une petite discussion d'1 heure ou 2 avec des représentants du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo. J'ai hâte, ça va être sympa comme tout. Si vous avez manqué des news ou que vous souhaitez les réécouter, vous pourrez retrouver l'émission d'aujourd'hui et les précédentes en format podcast sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD, le tout quelques heures après le direct. Vous trouverez comme d'habitude tous les liens en description des podcasts, de l'émission sur Twitch ou de la VOD sur YouTube. N'oubliez pas, évidemment, que si l'émission vous a plu, vous pouvez la soutenir à hauteur de vos moyens en faisant un don sur ma page Patreon, dont le lien est lui aussi en description, ou en vous subant à la chaîne Twitch avec votre Prime Amazon, ou en profitant, les gens, et je vous invite à le faire, à profiter du September. Je vous remercie comme toujours d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Soft Power, la meilleure matinale pop culture de l'univers entier, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h à midi pour un nouveau numéro, suivi d'une discussion de midi à 14h. En attendant, évidemment, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, de celles et ceux qui vous entourent, et on se revoit très rapidement. Allez, ciao, à la semaine prochaine.